Votre entreprise fonctionne très bien, mais vous savez qu'elle pourrait être encore améliorée et aller un petit peu plus loin. Mais alors, quoi améliorer puisque tout est déjà en place depuis un certain nombre de temps? Les entreprises doivent régulièrement évaluer leur positionnement, leur processus et leur impact. Un audit stratégique permet de dresser un bilan clair de vos forces, de vos faiblesses, de vos opportunités et des menaces, d'accord? Classiquement avec l'outil SWOT. Tandis que l'approche comme le design thinking vont stimuler l'innovation pour transformer vos défis en opportunités. L'objectif ici, c'est de pouvoir prendre votre entreprise, d'accord, et de pouvoir voir comment on pourrait l'amener plus loin, comment elle va pouvoir se renouveler et tenir dans le temps. Comme vous le savez, même les plus grandes entreprises se renouvellent régulièrement. Vous prenez Apple, régulièrement ils ressortent de nouveaux produits, de nouveaux services, en faisant des diagnostics stratégiques pour essayer de voir ce qui, dans leur stratégie, fonctionne moins bien et qu'est-ce qui va permettre de rester et de durer dans le temps. L'objectif final étant de faire un diagnostic suivi de recommandations, bien entendu, pour transformer vos faiblesses et menaces en opportunités de développement stratégique. Pourquoi un audit stratégique est indispensable pour votre entreprise? Imaginez votre entreprise comme un navire en pleine mer. Pour naviguer en toute sécurité et atteindre votre destination, il est essentiel de vérifier régulièrement votre cap, votre état de marche et les différentes conditions météo. Ça, c'est votre environnement. C'est exactement ce que fait un audit stratégique. Qu'est-ce qu'un audit stratégique? C'est un examen approfondi de votre entreprise, un peu comme une visite médicale ou un contrôle technique. On analyse tout, votre santé financière, votre position sur le marché par rapport à vos concurrents, vos équipes, vos produits, votre organisation. L'objectif est de comprendre où vous en êtes, ce qui fonctionne bien et ce qui peut être amélioré. Pourquoi c'est important de faire un audit? Pourquoi de faire un audit stratégique? C'est très important, déjà pour identifier les forces et les faiblesses de votre entreprise. C'est faire un état des lieux de vos atouts, de vos vrais atouts et de vos points faibles. C'est pas grave d'avoir des points faibles, mais il faut les connaître pour pouvoir les améliorer. Découvrir les opportunités de marché. Parfois, on a la tête dans le guidon et on ne se rend plus compte des opportunités qu'on pourrait également saisir. Vous allez pouvoir repérer des nouveaux marchés, des tendances et des partenariats possibles. Anticiper les menaces. Vous serez prêt à faire face aux défis parce qu'il y a forcément des nouvelles entreprises concurrentes, des nouvelles solutions, les clients ont de nouveaux besoins. Il faut que vous soyez aussi au fait de tout ça. Des différents changements de votre environnement pour que vous puissiez être compétitif. Et aussi, ça vous permet très simplement de pouvoir prendre de meilleures décisions. En ayant une vision claire de votre situation, vous pourrez prendre des décisions plus éclairées et plus pertinentes pour l'avenir de votre entreprise. Alors, quelles sont les étapes d'un audit stratégique? Tout d'abord, l'analyse interne. Donc, on va s'intéresser à vos ressources. Alors, vos ressources humaines, des personnes, les compétences que vous avez, l'expérience de chaque personne, la motivation des équipes. Ensuite, les ressources financières. Quelles sont vos liquidités? Comment est-ce que l'argent tourne? Quel est votre taux d'endettement? Quel est votre taux de rentabilité? D'accord? Ensuite, on va s'intéresser aux ressources matérielles, donc l'équipement, les infrastructures, la propriété intellectuelle, les outils que vous utilisez, donc quelles sont les maîtrises des différentes compétences, quelles sont les différentes chaînes de valeur, quels sont les outils que vous utilisez, les forces, les faiblesses que vous avez en termes de compétences, d'accord? Ensuite, on va s'intéresser aux performances, donc avec l'analyse d'indicateurs clés de performance, des KPI, donc comme votre chiffre d'affaires, votre marge bénéficiaire, quelles sont vos parts de marché, d'accord? Quel est le prix moyen, le panier moyen de vos produits ou services? Aussi, l'idée, c'est pas simplement de faire une analyse sur vous, mais aussi de faire ce qu'on appelle un benchmark, donc de vous comparer par rapport aux concurrents, d'accord? Et là aussi de voir comment vous positionnez en termes de prix, en termes de produits, en termes de valeur dans la tête de vos concurrents, dans la tête de vos clients, d'accord? Grâce à des tableaux de bord, grâce à des outils de gestion de la performance, d'accord? On va pouvoir mettre en place. Aujourd'hui, avec l'Internet et le digital, on peut avoir accès à un certain nombre de données vous concernant, mais aussi sur vos concurrents, d'accord? On va aussi analyser l'organisation, donc quelle est la structure organisationnelle de votre entreprise, le système hiérarchique, la répartition des tâches, comment elle est faite, quels sont les éléments des points de pression, d'accord? Quelles sont les personnes qui ont vraiment la responsabilité à chaque étape de votre entreprise, de la production à la fabrication, à la livraison, à la gestion financière, à la communication, d'accord? Quels sont les différents jeux de pouvoir qu'il y a au sein de votre entreprise? On va pouvoir analyser les processus, est-ce qu'ils sont efficaces, mais aussi comment on pourrait fluidifier les échanges, d'accord? Et globalement, la culture d'entreprise, d'accord? Quelles sont les valeurs, quel est le mode de fonctionnement?
En construisant des organigrammes, en essayant de les optimiser, en faisant une cartographie des processus, par exemple, d'accord, pour essayer de comprendre comment les choses fonctionnent chez vous, comment ils fonctionnent à la concurrence et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour faciliter les choses en termes de gestion de projet, par exemple. Ensuite, on peut faire une analyse externe. Donc, il existe un certain nombre d'outils d'analyse externe, comme Pestel, d'accord, qui va permettre de voir quels sont les facteurs politiques qui influent sur votre entreprise, les facteurs économiques, les facteurs socioculturels, technologiques, environnementaux ou encore légaux, dont dépend votre entreprise et que vous devriez observer par le futur, d'accord. Analyser les tendances aussi, hein, donc par rapport au cycle de vie de vos produits ou services, quelles sont les nouvelles technologies qui pourraient vous faire gagner du temps. Donc, globalement, c'est une étude de votre marché et une veille concurrentielle, d'accord. Ensuite, on va s'intéresser à vos concurrents directs. Donc, pour identifier quels sont vos principaux concurrents, directs et indirects, bien entendu, d'accord, parce qu'il y a des nouveaux entrants parfois qui peuvent apporter des solutions complémentaires, d'accord. L'analyse de leur positionnement, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, quelles sont leurs stratégies, d'accord. Parfois, il y a aussi des bonnes choses à retenir des concurrents. Et donc, l'idée, c'est de faire vraiment des diagnostics plutôt SWOT et d'analyser quelles sont vos parts de marché et de voir comment demain vous allez pouvoir les sécuriser et aller chercher d'autres opportunités de marché. Et bien sûr, on s'intéresse aux clients, d'accord, en faisant une segmentation précise, en identifiant les différents segments de clients que vous avez pu avoir par le passé, analyser leurs besoins, leurs attentes, donc ça peut être via des enquêtes de satisfaction, via des focus group ou via effectivement simplement une analyse de vos réseaux sociaux, pour créer des cartes de prospection et identifier des parcours clients précis. Ensuite vient l'étape de synthèse et de recommandation, donc on va pouvoir vous créer une matrice SWOT avec un récapitulatif de vos forces, un récapitulatif de vos faiblesses et de vos points d'attention, de points d'action, de vos opportunités à saisir et des menaces ainsi que des points d'attention à faire. D'accord. L'idée c'est de pouvoir faire une analyse croisée et de faire le lien entre vos forces aujourd'hui et les actions que vous pourriez mettre en place par la suite. D'accord. On va bien sûr formuler des recommandations, donc des actions à court terme, à moyen et à long terme, et mettre en place surtout un plan d'action que nous allons pouvoir suivre en coaching, donc en définissant des responsables, d'accord, des délais et des ressources nécessaires pour atteindre ces nouveaux objectifs. Un exemple concret, donc un audit stratégique qu'on a fait pour une petite entreprise e-commerce. Donc au niveau de l'analyse interne, l'entreprise possède une équipe marketing compétente, mais souffre d'une faible notoriété. D'accord. Son site web était un peu ergonomique, n'était pas très ergonomique, et ses coûts d'acquisition client étaient quand même relativement élevés. Au niveau de l'analyse externe, on s'est rendu compte que le marché du commerce était en pleine croissance, mais la concurrence était forte, d'accord, pour ces entreprises. De nouvelles technologies comme la réalité augmentée émergeaient, les consommateurs sont de plus en plus exigeants, et en termes d'expérience utilisateur, ils ont beaucoup plus de demandes d'ultra-personnalisation. Notre recommandation a donc été d'investir dans le référencement naturel, d'améliorer bien sûr l'ergonomie du site web, de développer une stratégie de contenu marketing, d'accord, pour nourrir en compétences et montrer effectivement qu'ils sont compétents sur le marché, et de tester la réalité augmentée, pourquoi pas, sur leurs produits. En conclusion, un audit stratégique est un processus itératif, donc qui évolue avec le temps, étape par étape, qui nécessite une approche méthodique et une bonne connaissance de l'entreprise et de son environnement. En suivant les différentes étapes que je viens de vous énumérer et en utilisant les outils appropriés, on est tout à fait en mesure d'identifier les leviers de croissance de l'entreprise et de prendre les meilleures décisions pour l'avenir. Alors pourquoi intégrer le design thinking dans le diagnostic stratégique? Ça vous permet d'avoir une approche innovante. Le design thinking a cette capacité à stimuler la créativité et à mettre l'utilisateur au cœur des réflexions. C'est vraiment un atout précieux qui vous permet d'enrichir votre audit stratégique. En pensant au client et en pensant à son expérience, vous allez pouvoir très largement améliorer son expérience. En combinant les outils rigoureux d'analyse stratégique avec la flexibilité de l'innovation du design thinking, vous pourrez découvrir de nouvelles perspectives et générer des idées originales et développer votre entreprise. L'une des meilleures innovations que je connaisse en termes de design thinking a été faite par l'entreprise Heinz. Ils se sont en effet aperçus que leur recette était l'une des meilleures innovations en termes de design thinking que je connaisse, c'est celle faite par l'entreprise Heinz et leur ketchup. Ils se sont en effet rendus compte que les clients adoraient leur recette ancestrale. Cependant, ils se sont donc intéressés aux clients et à l'expérience client. Ils se sont rendus compte que la majeure partie des clients avaient un point de blocage vers la fin d'utilisation de leur pot parce qu'effectivement, ils n'arrivaient pas à faire sortir le ketchup restant à l'intérieur de la bouteille. Ils ont donc décidé de changer le packaging pour arriver sur une bouteille qui était, depuis le début, pensée effectivement pour l'utilisation du fameux Graal, du produit qui était à l'intérieur. Et donc, ça a donné la création de ces nouvelles bouteilles.
Pourquoi combiner audit stratégique et design thinking? Tout d'abord pour avoir une vision plus humaine. Le design thinking vous permet effectivement de mieux comprendre les besoins et attentes de vos clients en allant au-delà des données quantitatives et en s'intéressant réellement à leur utilisation des produits et des services. Une approche plus créative. En sortant des sentiers battus, vous allez pouvoir identifier de nouvelles opportunités et trouver des solutions innovantes à vos problèmes, en essayant de vous mettre à la place du client, en utilisant et en vous demandant si tout ce nous avons mis en place n'existait pas, qu'est-ce que nous pourrions proposer de mieux. Et là, tout de suite, votre cerveau commence à aller au-delà des barrières que vous vous êtes déjà fixées dans l'entreprise. Une collaboration renforcée. Effectivement, les ateliers collaboratifs favorisent l'implication de toutes les parties prenantes et renforcent le sentiment d'appartenance à l'entreprise. L'idée avec la méthode Design Thinking, c'est de solliciter toute l'entreprise. Toutes les personnes peuvent avoir de bonnes idées parce qu'ils connaissent le produit et peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas pris le temps de penser à de bonnes réponses. Et bien sûr, ça vous permet de faire une prise de décision plus éclairée, puisque en testant rapidement vos idées, parce que c'est aussi ça l'idée du design thinking, c'est de rapidement tester les idées qu'on peut avoir, même si elles vous paraissent folles, pour réduire les risques et du coup d'augmenter vos chances de succès. Parce qu'en ayant une idée qui vous paraît peut-être un peu bête ou bizarre, vous allez pouvoir rapidement l'essayer, d'accord, la prototyper, et voir si ça répondrait aux besoins des utilisateurs, des clients finaux. Alors, comment intégrer le design thinking dans votre audit stratégique? La première chose, c'est l'empathie. L'empathie est vraiment au cœur de l'analyse. Donc, vous allez créer effectivement des personas, créer des profils détaillés de vos clients idéaux pour mieux comprendre leurs besoins, leurs motivations et leurs comportements. Pour cela, bien sûr, je vous encourage à faire des interviews, à faire des enquêtes de satisfaction ou d'aller à leur rencontre en allant simplement voir comment utiliser votre produit ou votre service en essayant de comprendre. Vous voyez, c'est le patron incognito. Ensuite, un outil très pratique, c'est les cartes d'empathie pour un peu visualiser les pensées, les émotions et les actions de vos clients pour pouvoir vous mettre à leur place. D'accord ? L'idée ensuite, c'est de pouvoir, pourquoi pas, faire les interviews. Les interviews directes ou indirectes, d'accord, en visio ou en physique, vous permettent vraiment d'avoir d'entretiens avec les clients pour recueillir leurs retours et leurs suggestions. L'idée, c'est d'avoir anticipé les bonnes questions à vérifier et de voir qu'est-ce qu'ils disent par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'eux ils en pensent, comment est-ce qu'ils ressentent les points que vous avez identifiés. Ensuite, il vient la phase d'idéation. Donc, l'idée, c'est de stimuler l'innovation, donc avec le brainstorming, encourager la créativité en générant un maximum d'idées sans jugement ni valeur. L'idée, c'est vraiment d'aller au-delà de vos idées. Donc, vous avez un cerveau d'enfant de 4 ans et vous avez des nouvelles idées tout le temps. Vous pouvez utiliser la méthode du World Café, donc organiser des discussions en petits groupes, pourquoi pas pour favoriser l'échange et la diversité des perspectives, pourquoi pas des personnes de différents services. L'idée étant ici d'aller au-delà de ce qui a déjà été fait, donc toute idée est bonne à prendre. Il existe aussi des techniques de créativité, donc des outils comme le mind mapping ou les scumpers pour stimuler l'imagination. Donc chacun va pouvoir mettre des mots, pourquoi pas utiliser des post-it ou utiliser du mind mapping en ligne, d'accord, pour que chacun puisse utiliser qu'est-ce qu'il voit et indiquer qu'est-ce qu'il voit. D'accord. Ensuite vient la phase de prototypage pour tester, pour pouvoir itérer. Donc on va faire ce qu'on appelle un prototype Lofi. C'est des prototypes simples et rapides pour tester vos idées avec vos clients. Donc une toute petite version de l'amélioration, d'accord. Vous le testez auprès de 10 personnes et vous voyez ce que ça donne. Des tests utilisateurs pratiques, donc l'idée c'est vraiment de pouvoir observer l'utilisateur, interagir avec votre prototype pour identifier les points à améliorer, bien sûr. Et pensez à faire de l'itération successive pour affiner votre prototype en fonction des retours des utilisateurs, en temps réel quasiment. D'accord. La collaboration, c'est une approche qui est très importante. En faisant des ateliers collaboratifs, en impliquant toutes les parties prenantes, donc équipe marketing, commercial, recherche et développement, vous allez pouvoir co-construire des stratégies beaucoup plus pertinentes, d'accord, et mettre en place ce qu'on appelle design thinking sprint. Donc c'est des ateliers intensifs ou plusieurs jours, par exemple, où vous allez pouvoir rapidement essayer de proposer des idées, créer un projet, le mettre en place, le tester et vérifier si ça fonctionnera. Un exemple concret avec l'entreprise de vêtements qui souhaitait développer de nouveaux produits et que nous avons la chance d'accompagner. Donc grâce au design thinking, elles ont organisé des ateliers avec des clients, nous avons organisé des ateliers avec les clients pour mieux comprendre les besoins et les attentes en matière de modèle durable, de mode durable. Donc suite à ça, on a fait des personas pour pouvoir identifier différents types de clients et faire des prototypes de produits éco-responsables qui correspondaient aux demandes des différents clients. En testant ces prototypes avec les clients, on a pu identifier des produits plus prometteurs que d'autres et donc de pouvoir mettre en place des stratégies que sur ces produits-là. Grâce au design thinking, ça permet de renforcer l'innovation, donc de générer de nouvelles idées en sortant des sentiers battus, d'améliorer l'expérience client. Parce que si on se place, on se concentre sur les besoins du client,
et qu'on le met au cœur de toutes les décisions, forcément qu'on a un risque d'aller dans la meilleure direction. Accélérer la prise de décision. Parce qu'en testant rapidement les idées, en les améliorant rapidement, on arrive rapidement à un produit ou un service beaucoup plus efficace. Et bien sûr, ça renforce la collaboration, puisqu'on implique toutes les parties prenantes dans la construction de la nouvelle stratégie d'entreprise. En combinant la rigueur de l'analyse stratégique et la créativité du design thinking, vous disposez d'un outil puissant pour faire face aux défis de demain et développer votre entreprise avec succès. Alors, grâce à l'audit stratégique, l'idée c'est de pouvoir libérer votre potentiel créatif. Ça ne se limite pas à un simple état des lieux. C'est beaucoup plus puissant. C'est vraiment des leviers pour stimuler l'innovation et propulser votre entreprise vers de nouveaux horizons. L'idée, c'est de combiner des outils traditionnels de l'analyse stratégique avec des approches créatives pour pouvoir identifier de nouvelles opportunités et bien sûr développer des solutions innovantes. Alors, comment intégrer l'innovation dans votre audit stratégique? Bien sûr, la première partie, l'analyse des tendances. Donc, ça permet d'anticiper l'avenir, donc une veille technologique, en étant à l'affût des dernières innovations qui pourraient impacter votre secteur, des études de comportement des consommateurs, d'accord, donc pour identifier les nouvelles habitudes de consommation, les attentes des clients, l'analyse des modèles économiques émergents, par exemple, pourquoi pas sur de nouvelles entreprises, sur des nouveaux concurrents. Donc, en vous inspirant d'entreprises nouvellement créées qui réussissent à adopter ces nouveaux modèles économiques, vous allez pouvoir aussi vous dire comment est-ce que nous, on pourrait s'améliorer en interne. Le brainstorming créatif, c'est vraiment le meilleur outil pour libérer la créativité. Donc le brainstorming stratégique, c'est vraiment le meilleur outil pour libérer la créativité. Donc faites des sessions de créativité, pour pouvoir organiser des ateliers pour générer un maximum d'idées, d'accord, sans jugement. Faites utilisez des techniques de créativité, donc des outils comme le mind mapping, le Scamper, pour récupérer pas mal d'idées de vos collaboratrices et de vos collaborateurs, stimuler leur imagination, d'accord. Pensez à bien diversifier les profils, mélanger des personnes ensemble qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, ce qui va enrichir la réflexion et enrichir les nouveaux horizons, d'accord. Un bac. Bien sûr, pensez à évaluer l'impact, prioriser les idées. Donc, faites une matrice d'évaluation pour comparer chaque idée en fonction de leur impact sur la faisabilité, l'alignement avec votre stratégie, d'accord, une fois que vous avez récupéré toutes les idées. Prototypez rapidement, essayez de voir comment est-ce que les gens le feraient. Parfois, ils ont un point de vue différent de vous, même si vous êtes dirigeante, créatrice, fondatrice d'entreprise. Vos collaborateurs ont parfois une vision qui peut être très intéressante et vous apporter un nouveau point de vue, d'accord. Ensuite, essayez d'intégrer tout ça à votre stratégie, d'accord. Donc pourquoi pas faire des SWOT prospectifs, donc vous anticipez les forces, les faiblesses que vous pourriez avoir dans le futur, des SWOT créatifs en imaginant des scénarios futurs pour tester la résistance de votre stratégie. Essayez d'imaginer ce qui pourrait se passer demain et essayez de voir comment votre stratégie fonctionnerait ou ne fonctionnerait pas, d'accord. Créez des nouveaux business models Canvas, essayez de redessiner votre modèle économique, identifier de nouvelles sources de revenus, de nouveaux segments de clientèle ou alors de nouveaux canaux de distribution. Soyez créatifs, laissez-vous vous évader et bien sûr pensez à stimuler des différents scénarios, d'accord. Vous testez différents modèles, essayez d'évaluer leur potentiel et pourquoi pas les noter par points, c'est une méthode qui fonctionne plus pas mal. De dire voilà, ce scénario-là a plus de chances de fonctionner que celui-là, etc. D'accord. Faites du benchmark créatif. Étudiez les leaders du marché, analysez leur stratégie, innovante ou non, identifiez des éléments qui pourraient s'adapter à votre contexte. D'accord. Et n'hésitez pas de vous inspirer d'autres secteurs. Cherchez des idées innovantes en dehors de votre secteur d'activité. Parfois, c'est là qu'est la solution. Un exemple concret avec une entreprise de restauration traditionnelle que nous avons pu accompagner, grâce à l'outil stratégique innovant, on leur a permis d'identifier les tendances. Donc, on se rendait compte que le consommateur recherchait de plus en plus des expériences culinaires personnalisées et authentiques. On a fait un brainstorming, donc avec des ateliers pour imaginer de nouvelles offres, et on s'est rendu compte qu'il était possible de créer des menus sur mesure, ou alors de faire des cours de cuisine, par exemple, pour intégrer les clients, ou encore des événements thématiques sur différents sujets comme l'agriculture, etc. D'accord. On a donc créé des menus de dégustation avec des produits locaux et proposé des ateliers de cuisine à quelques clients privilégiés. C'était le plus simple à mettre en place et rapidement, on s'est rendu compte qu'il était possible que les clients adorent ça, donc on a eu de très bons retours. Et donc, ce qui a été mis en place, c'était de transformer une partie du restaurant en espace de coworking pour générer des nouvelles sources de revenus. Grâce à cette audit stratégique, ça leur a donc permis d'aller chercher de nouveaux axes de développement et de pouvoir se projeter dans le futur. L'audit stratégique, c'est vraiment une opportunité de stimuler l'innovation au sein de votre entreprise. En combinant une analyse rigoureuse et créative, vous pourrez vraiment identifier de nouvelles pistes de développement et vous positionner comme leader de votre marché. Alors, quelle serait la méthode d'audit stratégique efficace? L'audit stratégique, comme vous l'aurez compris, c'est un processus complexe qui vous permet d'évaluer l'état de votre entreprise et de définir les orientations futures.
En appliquant une méthodologie précisément définie à suivre, vous pourrez clairement identifier ce que votre organisation fait de bien, quels sont ses défauts, et essayer de savoir comment vous allez pouvoir renforcer et saisir les opportunités pour demain en identifiant certaines menaces. Donc la première étape, c'est la préparation. Définir vos objectifs, savoir quels sont les principaux enjeux que vous souhaitez adresser avec cet audit, qu'est-ce que vous souhaitez améliorer votre rentabilité, renforcer votre position sur le marché, développer de nouveaux produits. Ensuite, constituer l'équipe. Est-ce que c'est vous qui prend en charge l'audit, qui participe à l'audit, d'accord? Est-ce qu'il y a des collaboratrices, collaborateurs en interne, des experts externes, des clients en particulier, d'accord? Ensuite, collecter les données. Identifier les données nécessaires, financières, commerciales, ressources humaines, stratégiques, digitales, voilà, et mettez en place un plan de collecte pour récupérer toutes ces informations. Deuxième étape, collecter les informations. Donc ça peut être via des interviews. Donc une fois que vous aurez établi une première base, allez vérifier ce que vous aurez analysé, d'accord, hein, en faisant des interviews, des sondages, donc pourquoi pas en faisant des entretiens avec les collaborateurs, les clients, les partenaires, pour vraiment aller recueillir des perceptions et les attentes. Analyser les données, donc essayer d'exploiter les données en interne, donc vos comptes, le CRM, vos données digitales, le site web, les réseaux sociaux, tout ça, d'accord, et externe, donc avec des études de marché, des rapports sur votre secteur. N'hésitez pas à aller faire du benchmark, donc aller comparer vos performances avec celles des concurrents, d'accord. Ensuite vient la phase d'analyse de diagnostic, donc d'analyse SWOT pour identifier vos forces, vos faiblesses, vos opportunités de menaces, mais surtout essayer d'identifier des points d'amélioration et de trouver de nouvelles solutions innovantes. Là, une analyse PESTEL pour voir quels sont les impacts par rapport au monde extérieur, à l'environnement politique, économique, légal, d'accord. Et faites un diagnostic stratégique. Formulez un diagnostic précis de la situation de votre entreprise et identifiez les écarts entre la situation actuelle et la situation que vous souhaiteriez. Ensuite, il y a la dernière phase qui est la plus importante, la phase de recommandation et des plans d'action. Donc, bien sûr, pour les plans d'action, c'est quelque chose que nous pouvons également faire ensemble en coaching, mais il va falloir ici prioriser. Classer les recommandations par ordre d'importance en fonction de leur impact potentiel et de leur faisabilité. D'accord ? C'est pas parce que vous avez des idées, super bonnes idées, qu'elles sont toutes réalisables. Donc, on va commencer par les plus réalisables et les plus pertinentes. Ensuite, on crée un plan d'action pour définir des actions qu'on va réellement mettre en œuvre, les personnes responsables, les délais et les ressources dont on aura besoin. Bien sûr, en appliquant des indicateurs de performance pour voir si ces actions fonctionnent ou pas. Est-ce qu'elles avancent dans le temps et est-ce qu'elles sont pertinentes, d'accord ? Les clés vraiment d'un audit stratégique réussi, ça va être l'implication de tous les acteurs. Donc, il faut vraiment vous assurer que tous les collaboratrices et collaborateurs impliqués soient dans le processus et suivent le processus de A à Z. Il faut penser à une manière collaborative, hein, d'accord ? Il faut vraiment favoriser les échanges, essayer d'enrichir le débat avec des chiffres, des données, des analyses, d'accord ? Soyez flexibles. Il faut être prêt à vous adapter. Il ne faut pas avoir peur du changement, puisque c'est vraiment l'objectif des audits stratégiques. Et il faut être réaliste, fixer des objectifs atteignables et des plans d'action réalistes. L'audit stratégique est un outil précieux pour piloter votre entreprise et anticiper les changements de votre environnement. En suivant cette méthodologie rigoureuse et en appliquant tous les acteurs, vous pourrez définir une stratégie claire et ambitieuse par rapport à l'avenir. Je vais vous partager un exemple concret d'une PME qui a été totalement réinventée grâce au design thinking. Donc c'était une PME artisanale qui était plutôt bien établie dans son secteur et qui se trouvait un petit peu dans un tournant. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose à améliorer. Voilà. Donc malgré leur savoir-faire reconnu, l'entreprise était confrontée à une stagnation de ses ventes et une dépendance croissante par rapport à un segment de clientèle spécifique. Donc pour assurer sa pérennité et stimuler sa croissance, la solution était effectivement de mettre en place un audit stratégique pour essayer d'avoir un processus de transformation en profondeur. Donc tout d'abord, on a eu l'audit stratégique, donc une analyse approfondie de la situation de l'entreprise, ce qui nous a permis de mettre en place et de mettre en avant des enjeux principaux, hein, comme le manque de visibilité. Donc l'entreprise, effectivement, elle était très peu présente sur le marché numérique et ne bénéficiait pas vraiment d'une large exposition digitale. D'accord ? Elle avait une dépendance très forte par rapport à un segment de clientèle, en effet très ciblé sur un segment particulier, ce qui limitait de ce fait son potentiel de croissance. D'accord ? Et les offres de produits étaient très peu diversifiées, avec un catalogue de produits très limité qui ne répondait donc pas à l'ensemble des besoins des clients. Sur la partie design thinking, on a essayé de dépasser ces contraintes et d'essayer d'adapter une approche centrée sur l'utilisateur en mettant en œuvre des ateliers design thinking
Et donc, on a pu identifier des besoins qui étaient non satisfaits, d'accord, en interrogeant les clients. On s'est rendu compte qu'effectivement, ils avaient des attentes plus spécifiques sur certaines typologies de produits, comme la possibilité de personnaliser les produits ou d'acheter en ligne, d'accord. On a trouvé des idées innovantes, donc en faisant du brainstorming, du prototypage rapide, on s'est rendu compte qu'effectivement, de créer une boutique en ligne sur laquelle ils pourraient concevoir des produits sur mesure, ce serait vraiment une vraie demande pour cette entreprise. Et aussi de co-créer des solutions, d'accord. Les clients ont été très largement impliqués dans le processus de création pour trouver de nouvelles idées d'offres, et ça a été vraiment très pertinent. Alors, sur la partie innovation, on a donc créé une boutique en ligne, d'accord, un site web attractif pour développer et permettre aux clients d'acheter des produits en ligne et aussi de bénéficier de services personnalisés. On a du coup lancé des produits personnalisés, une gamme de produits personnalisables qui a été créée spécialement pour répondre aux attentes des clients qui voulaient vraiment de l'unicité. Et bien sûr, on a amélioré la stratégie de communication digitale pour essayer de renforcer la visibilité de l'entreprise et attirer de nouveaux clients. Le résultat, ça a été une augmentation du chiffre d'affaires de 25% grâce à la diversification de la clientèle et à l'ouverture de nouveaux canaux de distribution. Une amélioration de l'image de marque puisque l'entreprise était du coup perçue comme moderne et dynamique. Et bien sûr, une fidélisation des clients parce que les clients apprécient la possibilité de pouvoir personnaliser les produits et aussi d'acheter en ligne. Donc ça leur a permis d'avoir des nouvelles facilités avec l'entreprise. La leçon à retenir, c'est que cette étude de cas illustre vraiment l'importance d'adapter une approche centrée sur l'utilisateur, centrée sur le client, pour innover et se différencier. En combinant audit stratégique et design thinking, cette PME a réussi à transformer ses défis en opportunités et assurer sa pérennité dans le temps. Si vraiment on devait en tirer des clés de réussite, c'est de bien comprendre les besoins des clients. En plaçant le client au cœur de réflexion, l'entreprise va vraiment développer des offres totalement adaptées. Innover de manière continue. Le design thinking, c'est vraiment un processus itératif qui permet d'améliorer constamment les produits et services. Et surtout, pensez à vous adapter aux évolutions de marché. Pour ça, il faut vraiment s'y intéresser. En vous digitalisant et en diversifiant votre offre, vous allez pouvoir anticiper des changements de marché beaucoup plus rapidement. D'accord. Aujourd'hui, cette technique de diagnostic stratégique est un levier d'évolution très important pour votre marché et pour vous garantir de toujours les OKR, vos défis. Les OKR, ou objectifs et résultats clés, offrent un cadre structuré pour fixer des objectifs ambitieux et mesurer leur réalisation. Cette méthode, popularisée par Intel et Google, permet d'aligner l'ensemble des organisations autour d'une vision commune. Alors, comment fonctionnent les OKR ? Ils définissent la direction à prendre de manière qualitative et inspirante. L'objectif est souvent formulé comme une inspiration à atteindre. Ce sont des indicateurs. Il va y avoir des résultats clés également, d'accord, qui vont être des indicateurs quantitatifs et mesurables qui vont permettre d'évaluer la progression vers l'atteinte de l'objectif. D'accord, ils doivent être ambitieux, mais quand même réalisables. Exemple, l'objectif c'est devenir leader de notre marché. Et les résultats clés, ça va être augmenter notre part de marché de 20% d'ici la fin de l'année, lancer 3 nouveaux produits au cours du prochain mois, ou encore obtenir un taux de satisfaction client supérieur à 90%. Les avantages des OKR, c'est qu'ils vont permettre effectivement à tous les collaboratifs et tous les collaborateurs de comprendre la direction stratégique de l'entreprise et de s'y investir. Donc c'est vraiment une entreprise qui avance dans une direction. En se concentrant sur des résultats clés, les équipes sont plus efficaces et orientées vers l'action. D'accord ? Ils doivent savoir ce qu'ils doivent faire. Les OKR peuvent être bien sûr ajustés au cours de résultats. D'accord ? Donc les équipes... en fonction des résultats et des évolutions du marché, on va pouvoir aussi les réadapter, d'accord ? Et l'avantage des OKR, c'est souvent qu'ils sont partagés par l'ensemble de l'organisation. Donc tout le monde peut voir et ça favorise la collaboration, la transparence de toutes les collaboratrices et collaborateurs de l'entreprise. Alors les OKR demandent des suivis, d'accord, pour vérifier l'alignement stratégique, donc des réunions régulières, pour pouvoir suivre l'avancement des OKR et bien sûr ajuster la stratégie si nécessaire. Pourquoi pas un tableau de bord pour visualiser la progression des résultats clés. Bien sûr, c'est important de célébrer les réussites, d'accord, pour maintenir la motivation des équipes à chaque objectif clé. Et les OKR aussi doivent constamment être alignés avec la vision long terme de l'entreprise. Donc les clés de la réussite des OKR, ça va être d'impliquer toute l'équipe déjà, d'accord. Donc ça va vraiment être co-construit avec les équipes pour favoriser leur engagement ensuite dans la réalisation de ces objectifs.
Les objectifs doivent être suffisamment stimulants pour motiver les équipes, mais surtout aussi être réalisables, d'accord, pour éviter la frustration, la déception. Bien sûr, il faut qu'il y ait un suivi régulier des résultats, d'accord, pour pouvoir vérifier si on est toujours aligné avec la stratégie, mais il faut quand même penser à rester flexible. La méthode OKR, c'est un outil puissant pour définir une direction claire, mesurer les progrès et surtout aligner les équipes autour d'une stratégie commune. En mettant en place des OKR, vous donnez vraiment à votre entreprise les moyens de se développer et de réussir. Alors, pour mettre en œuvre cette méthode, tout d'abord, pour pouvoir l'implémenter au sein de votre organisation, l'idée c'est de définir la vision et la mission de l'entreprise. Donc avant de se lancer dans des OKR, c'est essentiel d'avoir une vision claire de l'entreprise. Alors, où veut-elle aller? Quelle est votre raison d'être? Deux questions ils vont être essentielles. Ça permet vraiment d'aligner tous les objectifs individuels et d'équipe avec cette espèce de direction commune pour votre entreprise. Ensuite, on va pouvoir ici fixer des objectifs ambitieux mais surtout inspirants. D'accord? Ambitieux pour motiver les équipes, mais réalistes pour éviter les frustrations. Donc ils doivent répondre à des objectifs SMART, spécifiques. Donc qu'est-ce que l'on veut accomplir? Mesurables. Comment allons-nous savoir si nous avons atteint notre objectif? Atteignable. L'objectif doit être réaliste avec les ressources dont dispose l'entreprise, d'accord, et les compétences que vous avez en interne. Pertinent. Est-ce que l'objectif est-il aligné avec la vision de l'entreprise? Et il doit être temporellement défini, c'est-à-dire qu'il faut définir quand est-ce que vous voulez atteindre cet objectif. Ensuite, vous allez pouvoir, en troisième étape, définir des résultats clés. Pour chaque objectif, définissez 3 à 5 résultats clés, d'accord, qui vont être les KR, qui permettront de mesurer les progrès. Ils doivent être de la même manière spécifiques, d'accord. Qu'est-ce que l'on veut mesurer? Mesurable. Qu'allons-nous mesurer? Comment allons-nous mesurer ce résultat? Atteignable, donc le résultat doit être réaliste. Pertinent, le résultat contribue-t-il à l'objectif principal? Et pareil, limité dans le temps avec une échéance pour atteindre ce résultat. D'accord? C'est un peu une étape, on appellera des résultats. Quatrième étape, impliquer les équipes. Donc la réussite des OKR repose sur l'engagement de tous. Donc c'est important d'impliquer les équipes dans la définition des objectifs et des résultats clés, ce qui va renforcer le sentiment d'appartenance et donc favoriser l'adhésion à cette nouvelle stratégie. Bien sûr, il faut ensuite suivre régulièrement les progrès, donc en mettant en place des suivis réguliers, journaliers, par semaine, d'accord, par approche objectif et aux résultats clés pour voir comment on se place. Pourquoi pas mettre en place des outils de gestion de projet qui peuvent être très utiles pour certaines étapes, d'accord. Et ensuite, n'hésitez pas à ajuster les OKR si nécessaire. Un exemple concret, devenir la référence de notre niche de marché d'ici à 2026, résultat clé, augmenter notre chiffre d'affaires de 30%, acquérir 10 000 nouveaux clients, obtenir une moyenne de 4,5 étoiles sur les plateformes d'avis. N'hésitez pas à être ambitieux, mais quand même réaliste, d'accord? Il faut que ce soit stimulant, mais quand même réalisable, c'est super important. Limiter le nombre d'OKR, il ne faut pas qu'il y en ait trop, sinon ça va diluer les efforts. Communiquer régulièrement, c'est super important dans les équipes, sur les résultats obtenus, les points, les résultats atteints, les réussites, ce qui ne va pas aussi, d'accord, pour qu'on puisse s'améliorer. Et toujours essayer de célébrer les succès pour que les sentiments d'avancer soient constants. En suivant ces étapes et en adoptant la méthode OKR, dans votre contexte spécifique d'entreprise, vous allez pouvoir mettre en place une stratégie claire et efficace pour atteindre vos objectifs. Pour anticiper les défis et les opportunités de croissance, la méthode que je préfère, c'est la méthode du SWOT. Donc les forces, d'accord. Donc ici, il s'agit plutôt de vérifier si elles sont vraies ou fausses, d'accord. Donc est-ce qu'on peut les vérifier ou est-ce qu'on ne peut pas les vérifier, d'accord. Les faiblesses, aussi très intéressantes. Donc un SWOT, bien sûr, ça doit toujours être fait en se comparant. Si moi je vous dis que je suis plus fort et que alors que je cours le plus vite, ça dépend par rapport à qui je me compare. Si je me compare par rapport à personne, oui, ça peut être que c'est vrai. Si je me compare par rapport à un athlète, c'est sûrement faux, d'accord. Ensuite, les faiblesses, ce qui est intéressant avec les faiblesses, ça va être de les transformer en opportunités, de trouver des points d'amélioration, d'accord. Donc que ce soit chez vous ou chez vos concurrents, il faut que ces faiblesses deviennent des plans d'amélioration. Si vous le développez en point d'amélioration, c'est l'idée, c'est la possibilité de pouvoir croître. Les opportunités, donc il faut quand même essayer de voir lesquelles vous pouvez saisir, d'accord.
et lesquels vous ne souhaitez pas saisir aussi, pour vous différencier, et les menaces qui sont là pour tout le marché. C'est super important parce que ça va vous permettre de les transformer en points de vigilance. Donc on va se rendre compte ici que finalement, grâce aux faiblesses et aux menaces, on va pouvoir faire de la croissance. Pour accéder gratuitement à tous nos supports pratiques, vous avez deux options. Soit acheter la méthode complète sur Amazon, soit les télécharger gratuitement via le lien ci-dessous. Vous y trouverez un test de positionnement, des conseils personnalisés, une étude de cas, des checklists et plusieurs fiches pratiques. Et si vous souhaitez aller plus loin, gagner du temps et bénéficier d'un accompagnement sur mesure, rejoignez dès maintenant l'un de nos 3 programmes Start, Up ou Go. Vous pouvez également réserver un appel découverte pour faire le point sur vos objectifs et définir ensemble la meilleure stratégie pour vous.